Bonsoir, ici Richard Martineau et bienvenue au débat du mardi 27 juin. On dit souvent que les femmes en font trop, qu'elles devraient faire un choix entre rester à la maison ou travailler. Or, dans un livre intitulé The Joys of Much Too Much, la journaliste américaine Bonnie Fuller dit au contraire que les femmes ne devraient pas choisir. Les femmes peuvent tout avoir, dit-elle. Une vie heureuse, c'est une vie pleine. On peut avoir une carrière tout en élevant des enfants. Ceux qui disent le contraire veulent nous culpabiliser. Est-ce vrai? Peut-on à la fois être une mère de famille et une femme de carrière sans se sentir coupable? Les femmes en font-elles trop? C'est la question que nous posons à nos invités. Étant donné que je les connais tous, je vais tous les tutoyer ce soir. C'est pas une marque d'impolitesse. Alors, Marc-Claude Lortie, journaliste à la presse, bonsoir. Marcia Pilote, animatrice. Bonsoir. Patrick Marcellet, chroniqueur culturel. Et Luc Faneuf, théologien. Marc-Claude Lortie, tu as 3 enfants, tu travailles à la presse, tu es en train d'écrire un livre, tu suis la mode comme pas une. Écoute, est-ce qu'on peut en faire trop? Est-ce que les femmes en font trop? Ben, il y en a qui en font trop, il y en a qui en font juste assez. Moi, je suis de celles qui pensent que les femmes au Québec peuvent avoir une vie pas mal équilibrée. Le livre de Bonnie Fuller dont tu parlais tout à l'heure, c'est une américaine, c'est ça? C'est une américaine qui fait référence à un débat qui a lieu aux États-Unis où la situation est vraiment différente de celle du Québec. Parce qu'aux États-Unis, ils n'ont pas les garderies à 7 piastres. Ils sont dans soutien social. Ils n'ont pas le soutien social du tout. Ils ont un marché du travail qui est ultra compétitif, qui est vraiment pas comme le nôtre. Des cultures d'entreprise vraiment élevées où le monde doit faire des super longues heures. Fait que aux États-Unis, moi, j'ai plein d'amis qui ont fait des études très prolongées puis qui ont tous été obligés de lâcher leur job puis de lâcher leur carrière pour rester à la maison. Fait que c'est trop difficile parce que c'est trop difficile de mener les deux, c'est pas possible. Ici, on a une situation quand même assez extraordinaire. C'est pas parfait, là. C'est vraiment une question de regarder le verre, est-ce qu'il est à moitié plein ou à moitié vide. Moi, je trouve qu'on n'est pas pire. Je trouve que vraiment, si on se compare, on se console, puis qu'au Québec, bon. L'évaluer, il pourra vraiment connaître le montant exact quand il aura reçu la soumission qui aurait été retenue. Mais quand il connaîtra, mettons, c'est 110 millions. Bon, ben, les 110 millions, il va être investi par le privé. C'est pas le gouvernement qui va le sortir de sa poche. Et le privé, deuxièmement, va prendre les risques du respect du budget, les risques du respect de l'échéancier. Et ça peut donner un confort au gouvernement, parce que vous savez, on a eu des malheurs dans ce domaine. Tout à fait. Moi, j'ai eu des succès, mais j'ai eu un grand malheur, si on peut dire. Les évaluations qui avaient été faites du métro de Laval ont été très mauvaises, très incorrectes. Le gouvernement n'a pas été... on n'a pas fourni au gouvernement les vrais coûts. Et il se trouve que ça va coûter ce que ça va coûter, mais c'est beaucoup plus cher que ce qui avait été prévu. Tandis que quand on travaille dans la formule du partenariat public-privé, c'est le privé qui prend le risque de vous dire « ça va coûter de temps, et moi, si ça coûte plus, je le paierai de ma poche ». C'est ça. Alors ça, c'est une chose importante. Là. Alors le projet, on doit livrer la salle en 2011. Ça, c'est dans 5 ans. Ensuite, l'entente avec le partenariat, ça doit être signé en 2008. C'est long, ça. Vous savez très bien qu'en politique, tout comme dans des projets de dépenses publiques, c'est long. Regardez le projet de la Grande Bibliothèque. Moi, c'est la première décision que j'ai prise en arrivant à Québec en janvier-février 96. Et puis on l'a inauguré l'année passée, la Grande Bibliothèque. 10 ans après ou à peu près. Ça prend du temps. Les grands projets d'équipement culturel, des projets comme ceux-là qui vont rester à demeure, dont toutes les générations qui viennent vont profiter, ça prend du temps. C'est tout la formule qui annonce les normes qui seront exigées du constructeur. C'est parti, là. Ce gouvernement-là est commis et je n'ai aucun doute qu'il a choisi de s'y engager puis qu'il va le faire. Je suis convaincu. Vous avez été Premier ministre, vous êtes un homme public, vous connaissez bien la société. Quelle est l'importance pour la société en général d'avoir des institutions culturelles majeures? Je disais d'élite, mais pas au sens exclusif, mais au sens performance. Quelle est l'importance de la société? C'est fondamental, c'est ce qui fait qu'on aime vivre ensemble, c'est ce qui fait qu'on est motivé, on est éveillé, il y a comme une incitation à aller plus loin. La culture, c'est la façon dont les peuples vivent, dont les milieux, dont les populations vivent. Et nous, on a la chance, justement, de briller par notre culture. Et je crois que ça va nous ouvrir des horizons sur tous les domaines. Monsieur Bouchard, vous êtes content aujourd'hui? Oui, je suis très content. Ouais. Monsieur Bouchard, je ne peux pas m'empêcher de vous demander, de vous poser la question. Vous auriez aimé, n'est-ce pas, annoncer cette nouvelle quand vous étiez Premier ministre? J'aurais aimé l'annoncer, d'abord pour les raisons qui me rendent joyeux aujourd'hui, auquel sera ajouté un soupçon de vanité, mais qu'est-ce qu'est la vanité par rapport à l'importance de cette annonce d'aujourd'hui? Merci beaucoup, Monsieur Bouchard. Merci. Les prêtres catholiques sont mariés à l'Église, comme le dit l'expression populaire.
Depuis bientôt 900 ans, le Vatican impose le célibat aux prêtres. Malgré l'interdit, il y a des prêtres qui tombent amoureux et qui entretiennent des relations clandestines avec des femmes. José Dupuis et France Desjourdis en ont rencontré. Andrea Richard a vécu pendant 8 ans une relation passionnée avec un évêque. Au début, ça a été une très, très grande amitié. Puis, au bout de 4 ans d'amitié, là, c'est un amour, un grand amour vraiment, qu'on a vécu tous les deux. C'était son premier grand amour. Il reste de cette histoire quelques lettres. Elle était dans la quarantaine, soit quelques années après sa sortie du couvent, où elle avait passé 18 ans de sa vie, dont 5 chez les Carmélites. Son histoire d'amour, elle l'a longtemps tenue secrète. Alors, à un moment donné, ça s'est su. Comment, on ne sait pas. Peut-être qu'on a été vu dans un hôtel, parce qu'on a quand même été à un hôtel à Montréal aussi. Vous alliez à Montréal? Ben oui, il fallait aller quelque part. Et puis, ça a été rapporté à l'évêché de Trois-Rivières. Alors, Monseigneur Noël, dans le temps, qui était de Trois-Rivières ici, m'a appelé à son bureau. Et là, il dit, vous savez pourquoi je vous appelle? Mais je le devinais. Et là, il dit, je sais qu'un évêque un tel est dans votre vie, puis il faut que ça arrête. Ça, c'est un scandale. Mais personne n'a convoqué l'évêque en question pour le rappeler à l'ordre. Lui, il était choqué, justement, parce qu'on ne lui en avait pas parlé. Alors, il dit, c'est un confrère, on s'est vu bien des fois, pourquoi il ne m'en a pas parlé à moi? Il vous en a parlé à vous? Il m'en a parlé à moi. C'est vous la responsable? C'est ça, exactement. La grosse méchante qui avait fait tomber un monseigneur. À la suite de pression, le couple décide de se séparer. Après 1 an et demi, on ne pouvait plus. Fait que là, on se rappelle, puis on a repris notre relation. Puis, on a décidé qu'on allait passer chez les protestants pour pouvoir se marier et aller vivre aux États-Unis. Malheureusement, ils n'ont jamais pu réaliser leur rêve. L'homme qu'elle aimait tant est décédé d'un cancer. Oh, ça a été difficile. Ça a été d'autant plus difficile que je ne pouvais pas en parler, là, les gens ne savaient pas. Hein. Fait que fallait que je garde tout ça tout secret. Je ne pouvais pas parler à ma famille. Il aurait vu tout de suite un gros scandale là-dedans. Angéline Vallée est aussi tombée amoureuse d'un prêtre. C'était dans sa paroisse, à Saint-Georges-de-Beauce. Elle venait de divorcer. Ce prêtre était son confident. La relation a mal tourné lorsqu'elle s'est aperçue qu'il aimait mener cette double vie et qu'il collectionnait les aventures. Quand on se réveille dans une situation comme ça, c'est une relation de domination. Mais ce qui arrive, lui, peut conserver ses privilèges, puis bénéficier quand même de l'affection d'une femme et de tout ce que ça apporte avec. Alors, en gardant ça secret, il ne perd rien. Ces relations ont existé de tout temps. On estime qu'un prêtre sur 5 vivrait une relation secrète avec une femme, tout en continuant d'exercer son ministère. Dans le coin, dans la région, là, oui, j'en connais. Maintenant, ils savent que je les connais, d'ailleurs. C'est pas des rumeurs, là? Non, c'est pas des rumeurs, c'est des choses vraies. Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Moi, je pourrais vous en nommer ici à Trois-Rivières. Ben oui. Et de ces unions naissent parfois des enfants. Florence Béroir et Jules Adam, qui est prêtre, ont une fille, Jacinthe, qui a aujourd'hui 32 ans. Et comment vous avez vécu ça, vous retrouver avec un enfant? Ça a été très pénible vis-à-vis de la religion catholique, vis-à-vis des prêtres, vis-à-vis des gens qui étaient surtout religieux. Là. Ça a été très, très dur. À l'époque, elle était infirmière, lui vicaire d'une paroisse. Un jour, le diocèse de Montréal a eu vent de leur histoire. Il m'a fait venir à la suite de je ne sais qui, m'ordonnant, si je voulais conserver un ministère à Montréal, de laisser tout lien avec mon enfant. Avec mon enfant, il n'a pas dit avec la femme, avec l'enfant. Alors, autrement dit, c'était... Alors, j'ai refusé de mettre ma fille en dehors de ma vie. Jules Adam, aujourd'hui âgé de 80 ans, a donc choisi de vivre avec sa femme et sa fille. Ils se sont mariés civilement. Il n'a pas quitté la prêtrise car il croyait en sa vocation, mais n'a jamais pu retrouver du travail. Ça a été très dur pour moi, la cessation du ministère officiel. C'est comme si un feu qu'on a dans le cœur. Hein. On a le cœur en feu, et puis il faut endurer ça, puis on ne peut pas y remédier. Pour Jacinthe,
être fille de prêtre a été douloureux. Vous n'existez pas aux yeux de l'Église, en tout cas? Ni aux yeux de l'Église, ni du côté de la famille de mon père non plus. C'était comme... je me suis sentie toujours rejetée, toujours. Alors ça, c'est des choses qui sont pas faciles à vivre, c'est sûr. Le rejet, la honte ont pesé très lourd dans la vie de la petite fille qu'elle était. Je sentais beaucoup plus le malaise qu'il y avait, qui était dans le secret ou dans tout ce qui était caché, parce qu'on vivait caché à cette époque-là. Quand j'étais petite et jusqu'à ce que j'ai été adolescente, à ce moment-là, moi, j'ai dit, le secret, c'est plus pour moi. Les relations qu'entretiennent les femmes avec des prêtres n'est pas un sujet très populaire ici. Les cardinaux Turcotte et Ouellet n'ont pas voulu nous accorder d'entrevue. L'Assemblée des évêques du Québec refuse aussi d'aborder ce sujet. L'évêque d'Amos, en Abitibi, lui, a accepté de répondre à nos questions. Et vous, en tant qu'évêque, pourquoi vous acceptez de parler? Parce qu'il semble que c'est comme un sujet tabou, ce sujet-là. On a eu beaucoup de refus. Parce que moi, je trouve pas que c'est un sujet qui est tabou. C'est aussi simple que ça. C'est très clair qu'il y a des cas qui sont connus. On a rencontré des gens, j'ai personnellement rencontré des gens que j'ai essayé d'aider le mieux possible dans leur choix. Jusqu'au Moyen Âge, les prêtres n'avaient pas à choisir. Ils pouvaient se marier. C'est au 12e siècle que le pape Calix II interdit définitivement le mariage des prêtres. On les voulait à l'image du Christ et totalement disponibles. L'Église exigeait aussi le célibat pour des raisons économiques. Et lorsque le mari décédait, l'argent à la femme aux enfants, et non à l'Église. C'était une question d'argent. Alors, en n'étant pas mariés, l'argent qu'ils accumulent va à l'Église. Des associations pour venir en aide aux femmes qui vivent des amours interdits avec des prêtres ont vu le jour dans plusieurs pays. Ici, à Canadensis, une petite ville de l'État de Pennsylvanie, c'est un ancien prêtre catholique, le révérend Joseph Grenier, qui est à la tête de l'association Good Tidings. Cette association, qui existe depuis 20 ans, a rejoint près de 2000 personnes, des femmes surtout. Est-ce que c'est quelque chose que l'Église sait? Ah oui, elle sait et elle le cache. Elle le cache, souvent. Et malheureusement, ce qui semble compter surtout pour l'Église, c'est de protéger le prêtre, la réputation, l'image de l'Église. Et donc, c'est la femme, et souvent des enfants aussi, qui en souffrent, et beaucoup. Il y a une injustice là, mais c'est un fait. On voit ici que vous êtes avec, quand vous étiez prêtre, dans votre autre vie. Joseph Grenier a été ordonné prêtre à la basilique Saint-Pierre de Rome en 1958. Ici, on le voit en compagnie du pape Paul VI. Mais il a quitté la prêtrise lorsqu'il a rencontré sa femme. Aujourd'hui, il est marié et père d'une fille de 20 ans. Comment on explique le fait que les femmes tombent en amour avec des prêtres alors qu'au départ, on sait bien que ça va être difficile et même voire impossible? Souvent, ça arrive pour de bonnes raisons, dans ce sens-ci. Une femme peut avoir une difficulté majeure, la mort d'un époux, un divorce, la mort d'un enfant, une crise qui est vraiment pénible pour elle. Elle consulte le prêtre qui, lui, est bonne pour elle, est ce qu'il devrait être, C'est l'être qu'il devrait être. Mais alors, de là, ça peut facilement aller un peu plus loin. Si lui prend avantage de cela. Le révérend Grenier appartient aujourd'hui à une autre église chrétienne, la Celtic Christian Church. Il reçoit en consultation ou répond par courriel à ces femmes qui vivent mal ces relations cachées. Révérend Grenier, comment vous les aidez, les femmes, quand elles viennent vous voir? Qu'est-ce que vous leur dites? Nous essayons de leur aider à résoudre la situation avec intégrité, ce qui n'est pas facile, je vous le garantis. Parce que souvent, il y a un vrai amour de sa part pour le prêtre. Et alors, se séparer, c'est extrêmement difficile. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de les rendre plus fortes pour résoudre cela. Parce que souvent, ça devient non seulement pénible, mais, quel est le mot, abusif, Andrea Richard et Angéline Vallée ont tenu à écrire leur histoire. Les 2 livres ont même été des succès de librairie. Ces 2 auteurs, très impliqués socialement, sont préoccupés par la place des femmes dans l'Église et dénoncent cette Église qui ferme les yeux sur la vie sexuelle des prêtres. Elles souhaitent la fin du célibat obligatoire qui entraîne, selon elles, bien des souffrances. On a l'impression que c'est plus les femmes qui mènent le combat contre le célibat obligatoire, plus que les prêtres. Bien, qu'est-ce qui empire? Ils ont des femmes pareilles. Le vrai scandale, c'est que les autorités d'Église se donnent des pouvoirs, s'arrogent
des pouvoirs. Au nom de Dieu, c'est d'usurpation. Et au nom de Jésus-Christ, vous donnez des pouvoirs sur les consciences. Le vrai scandale, il est qui empêche les prêtres de se marier, puis qui empêche les femmes de fréquenter des prêtres. Sûrement que l'Église est hypocrite, très, très, très hypocrite. Ah oui, je comprends pas qu'on ne voit pas clair plus que ça dans l'Église catholique. Je comprends pas. Si le prêtre ou la femme qui est là ont de la difficulté à arriver à dire « faut changer la loi pour que moi je sois bien », là, eh bien ça, c'est pas l'autonomie intérieure. Apprends à devenir autonome assez intérieurement pour être capable de dire les décisions que nous prenons, nous allons être capables d'en subir les conséquences. Au Canada, l'Église catholique connaît une forte baisse de popularité. La crise des vocations persiste. L'âge moyen des prêtres est de 72 ans. Et le nouveau pape Benoît XVI, connu pour son conservatisme, n'a pas l'intention pour l'instant d'annuler la règle du célibat obligatoire. Ça va prendre un révolutionnaire terrible pour faire face à ça. Parce que depuis des décennies, depuis toujours, c'est comme ça. Hein? Alors, qui va changer ça? Il faut un miracle de première classe à demander. Hein? On s'interroge aussi sur l'Église qui serait peut-être plus populaire, plus humaine, si les prêtres étaient mariés, par exemple. Ils connaîtraient plus la vie, ce qui les entoure, seraient moins pris dans un univers masculin. J'ai le goût de dire en farce, peut-être, que l'Église n'a pas à être populaire. Elle a à offrir des valeurs et de présenter des valeurs spirituelles qui sont importantes à travers la vie des individus. Et si les femmes se regroupaient pour le dire publiquement, ce qui leur arrivait? Pourquoi pas? Pour dénoncer tout ça. Peut-être qu'il faudrait oser dire oui. Un tel, il y a une telle dans sa vie. Un autre, c'est ça. L'autre a vécu, il en a passé à la douzaine. Bon. Puis il y en a d'autres qui ont donné des maladies vénériennes. Ça existe, ça aussi. Alors, peut-être qu'on devrait, oui, les nommer. Ça changerait peut-être des choses. C'est le super solde estival à vos boutiques Mercerie Deluxe et le Nouvel Homme. Profitez de rabais de 30 et même 50% sur toute la collection été 2006 en magasin. Le super solde estival, c'est pour vous. Mercerie Deluxe, rue Fusée et le Nouvel Homme, centre-ville Trois-Rivières. Mesdames et messieurs, on est seul. Quand on est seul puis il pleut, vous êtes d'accord, c'est souvent plat. Alors j'ai une proposition pour vous aujourd'hui. Je vous propose d'aller, si vous êtes tout près de Montréal, au marché Jean Talon. Venez au marché. Si vous êtes à l'extérieur, allez dans un marché public. Aujourd'hui, allez vous promener. Marché public, qu'importe où il est. Vous allez vous acheter une botte d'asperges, vous allez vous acheter des fraises, mais en plus, allez dire bonjour au marchand. Juste le bonjour et promis juré, vous vous sentirez pas seul parce que les bonjours des marchands, ce ne sont pas des bonjours automatiques, ce sont de vrais bonjours. Et vous allez passer un beau moment. C'est ma proposition de ce mardi pluvieux. et j'ajouterai à cela, une fois revenu à la maison, après ce contact chaleureux, appelez les quelques personnes que vous aimez dans la vie et dites-leur. Des fois, ça surprend, et vous allez voir qu'au bout du compte, ça vaut la peine. Hey, ça, c'est un mardi ensoleillé. On y va? Attention, plateau dans le 4, 3, 2... Comment ça va? Anita est belle. Et la famille? Il y a des petites gens mortes. Et les enfants? Dis-moi, et la santé? Parle-moi de ta vie, de l'amour des amis et des bonheurs pour les gars. Depuis l'histoire d'Apollo, l'humanité m'étonne, il y a des kiwis et des hommes. Oh là là! Nous sommes le 27 juin, mardi. On est en direct du marché Jean Talon. Bonjour, bienvenue à Des kiwis et des hommes.
Excellente journée. Excellente journée. Excellente journée. Et dans les journaux, Parfait. qui est C'est moi qui commence. C'est toi? Moi qui commence. J'aimerais tout de suite qu'on affiche les titres, s'il vous plaît. Il y a plusieurs titres aujourd'hui. Attention. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Faut-tu voir? Oui, voilà. Oh, attention. Nouveau navire de ravitaillement. Les conservateurs recyclent une annonce des libéraux. Deuxième titre. Attention. Un peu de délai ici, quand même. Oui, mais Faut que je quand meuble. même. C'est une fois, les gars. OK, le président de la CSQ veut revoir le militantisme syndical des années 70. Troisième titre, s'il vous plaît. Attention, troisième titre. Discussion houleuse à l'horizon. Oh, oh! Eh bien, mesdames, messieurs, tous ces titres que vous venez de voir ne me disent strictement rien. À rien pas tout. Tu sais, les matins de même, tu lis les journaux, Oui, tu c'est dis ça. sacrifice, il n'y a rien Qu'importe d'intéressant. les titres. Puis on, là, puis, mais on fait des